Amis de la Nouvelle Librairie et de TV Liberté, nous recevons aujourd'hui la France de Campagnol en la personne de Christian Combaz, l'auteur et le youtubeur de la France périphérique. Vous qui êtes installé dans le sud-ouest, vous n'en êtes pas moins de lointaine ascendance savoyarde. Et on devrait donc en bonne logique ne pas prononcer le Z et vous appeler Christian Combat. Alors Christian combat quoi ? Eh bien le mépris de la France d'en haut pour la France d'en bas, depuis son observatoire languedocien situé quelque part entre les Pyrénées et les Cévennes dans le pays des Gilets jaunes. Mais qui sont donc ces papous du bas pays biterrois, ces sans-culottes à l'accent méridional qui enfilent des chasubles jaunes fluo, jouent au rugby de papa, gavent leurs oies à la main et engloutissent des kilotonnes de haricots blancs. Il y a du pagnol dans cette France de Campagnol. C'est la France de l'oncle Marcel et du cousin Fernand, celle où les vieux finissent leurs jours, où les jeunes peinent à commencer les leurs, où les hôpitaux se trouvent à 100 km, où les usines ont fermé, où les trains ne s'arrêtent plus, où les routes somnolent à 80 km/h, où les radars ont remplacé la servitude de l'octroi. Même si vous êtes fou de deltaplane, vous la connaissez mieux que personne, cette France d'à côté, puisque vous vivez de plein pied avec elle sur le plancher des vaches. Peu de gens connaissent l'intimité des gens. Autrefois, il y avait le curé, le médecin de famille, un peu le facteur, mais il n'y aura bientôt plus un seul curé, guère plus de médecins, et les facteurs changent tout le temps d'affectation. Reste l'écrivain, pour peu qu'il s'installe à demeure à Campagnol. Qui eût dit, il y a 40 ans de cela, que vous seriez cet écrivain ? Vous étiez alors un jeune homme pressé, comme les Patrick Besson, Frédéric Becbédé, Éric Tehoff. Mais tous ces néo-hussards se sont empâtés. L'uniforme était trop grand pour eux, c'était des hussards en chocolat, fourrés à la pâte d'amande. Pas vous. Vous étiez à la fois plus modeste et plus ambitieux. Votre ambition était de servir, pour reprendre le titre de l'un de vos livres les plus autobiographiques, votre serviteur. D'abord le français, ensuite les Français, sans parler, bien sûr, des vieillards canoniques qui hantent votre œuvre. Quel bonheur de la lire, elle est le refuge d'une prose heureuse qui ne s'interdit pas d'être querelleuse. D'une netteté jamais prise en défaut, vous écrivez comme on n'aurait jamais dû cesser d'écrire, dans une langue indémodable, tour à tour enjouée et mordante, pardonnez-moi, qui a confiance dans ses ressources, qui n'a connu ni la crise du roman, ni la crise de la cinquantaine. Et ça tombe bien, la vieillesse, c'est pour vous la fleur de l'âge. Bonjour, Christian Combaz. Bonjour et merci. Je vous en prie. Nous vous recevons aujourd'hui parce que vous sortez aux éditions de la Nouvelle Librairie La France de Campagnol, qui est un florilège de vos billets que vous postez sur TV Liberté. Vous êtes devenu, au fil des années et au fil des billets, la voix de cette France de Campagnol. Comment vous est venue l'idée de créer ce village, ce bourg qui est Campagnol ? Une voix de la France de Campagnol, il y en a d'autres. Mais oui, l'idée m'est venue de ce que j'ai fait un livre sur ce sujet il y a 10 ans. Livre que j'ai proposé à Flammarion, qui l'a accepté un peu du bout des lèvres, et qui devait s'appeler au début « Éloge des braves gens », car j'avais fait un éloge de l'âge. Et le mot « brave gens » a eu l'air suspect à Flammarion, qui m'a dit « on préfère un autre titre ». Donc le livre est paru sans grand tapage, il n'a fait aucun succès. J'ai eu quelques lignes dans le Point et c'est tout. Et du coup, un peu déçu, j'ai essayé de vendre une chronique relative aux braves gens, au Figaro, où j'étais encore un peu. Et on m'a fait la gueule, là aussi. Donc j'ai compris que le sujet était très impopulaire. Le livre est paru avec le bandeau « À l'écoute de la France qu'on n'entend pas ». Donc on était c'était un précurseur des Gilets jaunes, évidemment. Ouais. Et voilà, donc j'étais dans ce thème de la France périphérique, qui ensuite a été défendu, comme vous le savez, de manière beaucoup plus scientifique et beaucoup plus universitaire par Christophe Guilly, et qui a connu un certain renom. Mais jusqu'au déclenchement de la révolte, on m'a toujours considéré comme une espèce d'oiseau de mauvais augure qui avait le culot et le tort d'attirer l'attention sur une France qu'on ne voulait pas voir. Voilà. Mais en fait, ça fait déjà 30 ans que vous évoquez cette France des Gilets jaunes, cette proto-France des Gilets jaunes. Absolument. J'ai retrouvé un vieil article de vous dans Le Monde diplomatique qui abordait le sujet il y a 30 ans de cela déjà. On trouve encore sur Internet sous le titre « Amer Aveyron ». À l'époque, il s'agissait d'un département où j'habitais. Et oui, où je racontais qu'il existait une France de la 4e vitesse. Et voilà. Et l'une des phrases, c'était « Mais d'où vient la patience des paysannes qui attendent l'autobus, qui circulent à vélo sur les routes de campagne ?» Et la réponse, c'était « Parce qu'il n'y a plus d'autobus. Ouais. » J'ai parlé de florilège à propos donc, de la France de Campagnol aux éditions de la Nouvelle Librairie. Est-ce qu'on peut parler d'échantillons à propos de vos billets sur TV Liberté, la France de Campagnol ? Oui. Est-ce que c'est une France périphérique en miniature ? Oui. L'avantage de
mon style d'écriture et de chronique, c'est que ce sont des portraits, c'est donc très incarnés. Et donc il y a quand même un côté un peu film d'avant-guerre, mais je vois pas pourquoi d'ailleurs on ne me regarderait pas avec la même indulgence, avec la même bienveillance que le feuilleton un village français qui fait florès sur Canal+. En tout cas, c'est une façon de décrire une France d'aujourd'hui et pas d'hier, parce que celle du feuilleton, c'est celle de la guerre, et la nôtre est très actuelle, et c'est une autre guerre qui est livrée aux gens de chez nous, c'est la guerre, par exemple, du désert médical, la guerre de l'égoïsme des élus, la guerre des budgets qu'on fout en l'air en fabriquant des ronds-points, la guerre de la prétention des conseillers municipaux qui savent même pas écrire leur nom, mais qui sont là parce qu'ils représentent une famille. Ça, c'est le quotidien des villages d'aujourd'hui. En fait, vous êtes quasiment le médecin, sinon le docteur de cette France. Vous prenez le pouls et la température de cette population. Mais dans quel état est-elle, cette population de la France périphérique, Elle n'a plus d'âme au sens comme une famille peut avoir une âme. La famille a disparu, donc l'âme a disparu. Les gens sont individuellement très inquiets et se réconfortent les uns les autres, mais vraiment dans un voisinage immédiat. Il n'y a plus de communauté au sens propre. D'ailleurs, l'une des choses que j'ai exigé de notre actuel maire, c'est qu'il réunisse la population, où nous sommes 300 à peine, l'hiver 200, sous un hangar, une fois au moins par semestre, pour demander qu'est-ce que vous voulez, parce que cette question, qu'est-ce que vous voulez, ils ne la posent même pas. Les élus, en fait, même des petits villages, vont à la région, au département, pour faire les baux et pour récolter des subventions. Ils ne connaissent pratiquement plus la vie de leurs administrés. Oui. Vous évoquiez une série, je ne regarde plus la télévision, donc je suis incapable de vous répondre à votre Canal+. Moi, j'en suis resté à 20 ans en arrière, mais c'est toujours d'actualité, parce que c'est toujours sur France Télévisions, c'est Plus belle la vie. Oui, est-ce qu'on peut... Alors évidemment, c'est au cœur d'une ville, mais on veut créer un village au cœur d'une ville, pour autant, avec une sorte d'authenticité frelatée. Mais si je vous parle de ça, c'est que Plus belle la vie, c'est antiraciste, c'est politiquement correct, c'est même anti-validisme, parce que maintenant on parle de validisme pour la dénonciation des discriminations contre les handicapés. Mais on ne parle jamais précisément de cette France d'à côté, de cette France des invisibles. Vous avez raison. Je fais un peu ça, mais je le fais pas de manière aussi fictionnelle, si vous voulez. Mais il y a des gens qui passent et qui évoquent des problèmes de l'heure au comptoir du café, et c'est un peu ce qui est le cas dans Plus belle la vie. Le comptoir du café de Campagnole est un lieu où je laisse des protagonistes débattre des problèmes nationaux du jour, et donc c'est un peu hypocrite, mais en même temps c'est très utile. Ça me permet de faire parler un ancien mécanicien des problèmes de radar ou de contrôle technique. Donc ça, c'est un artifice que j'utilise beaucoup. C'est des scénettes du quotidien à tous les coups. Et donc effectivement, les gens ont une opinion sur tout ce qui se passe, et chez nous ils la disent volontiers, contrairement à d'autres lieux, puisque vous avez dit que j'étais savoyard. J'ai fréquenté aussi les cafés de Savoie. Dans les cafés de Savoie, on parle pas beaucoup des problèmes du monde. On est très taiseux. La montagne, pas peu de montagne. Mais là, on est dans le sud-ouest, mais on n'en sera pas plus. Il y a plusieurs problèmes que soulève cette France, puisqu'elle est hors des écrans radars. On parle beaucoup des radars qui nous flashent, mais elle est hors des écrans radars. Malgré tout, elle demeure, moi, vivant également comme vous dans la France périphérique, il m'arrive de regarder assez régulièrement, là pour le coup, le JT de Jean-Pierre Pernaut. Parce que c'est un des derniers endroits où on a une image de cette France. Sauf que cette image est mythifiée, me semble-t-il, et qu'elle fonctionne comme un anxiolytique à destination d'une population de citadins un peu névrosés, en offrant une image je dis pas rien, qui est défunte, comme un conservatoire des traditions et de la culture populaire. Une image nostalgique. Elle s'adresse aux gens qui sont en ville depuis 20 ans et qui voient leur village de Corrèze en disant « Ah, tu te souviens quand on était jeune ». Donc c'est des gens qui sont des exilés sociaux, ils ont été victimes d'exode rural, en fait, et donc Pernaut les réconforte dans cet heureux souvenir de leur jeunesse. Effectivement, le présent est beaucoup moins drôle, le présent est beaucoup plus boueux, et les routes sont en mauvais état, et les esprits aussi. Les cas sociaux chez nous sont souvent des gens des villes qui viennent se noyer dans la campagne, parce que leur misère est moins difficile à la campagne. Ils se battent un peu, ils se regardent en chien de faïence avec les locaux. Le fait que souvent les villes locales nous envoient des cas sociaux parce qu'il y a des appartements qui ne se louent plus, et donc souvent on voit arriver des gens qui n'ont rien à faire avec l'atmosphère du village. Donc bientôt ce sera des migrants. Quand ça commence déjà. Quand un lotissement ne se vend pas ou n'est pas loué, eh bien le type demande à la ville locale, et la ville locale va envoyer des Afghans, ce qui contribue à ruiner le climat local. Enfin, c'est effectivement, c'est un problème. Et moi, je préfère de très loin. La rigueur de votre français vous conduit à parler de cas sociaux. Nous parlons plutôt de cassos. De cassos. De cassos. On est envahi par le cassos. Mais au moins, il est folklorique, le cassos, et le migrant est en train de débarquer. Oui. Alors donc,
Donc nous, en fait, on les digère quand même plus ou moins, et nous avons la chance d'être un pays où il y a des sangliers partout, donc les migrants sont moins tentés de se promener dans la campagne. Le sanglier, animal totémique de la librairie. Oui, j'ai vu qui trône à l'entrée. On oscille toujours avec cette France des villages, cette France d'à côté, cette France des invisibles, on ne sait plus comment l'appeler. On oscille toujours entre Jean-Pierre Pernaut, le point de vue quasiment mythifié, muséal, et puis le dîner de cons. C'est toujours le dîner de cons, je trouve. En tout cas, dans les dîners en ville, en tout cas, avant l'affaire des Gilets jaunes, avant la crise des Gilets jaunes, on en parlait toujours sur un ton un peu condescendant, comme si c'était un pays qui était peuplé de Jacques Villeray, ou pour reprendre le mot du président Macron, de Gaulois réfractaires, indécrotablement archaïques. Mais je me permets de vous rappeler que le personnage dans le dîner de cons, au moins le film joué par le compère de Jacques Villeray, qui est Thierry Lhermitte, ressemble physiquement à Macron, c'est le même genre d'humanité. L'humanité un peu de lévriers élégants, toujours habillés en prince de Galles, et donc la France rondouillarde et au fond assez attendrissante de Jacques Villeray, c'est la nôtre, c'est évident, c'est celle des Gilets jaunes. Et j'ai toujours dit ça, je l'ai dit bien avant l'élection d'Emmanuel Macron, c'est un vieux thème chez moi. Il y a effectivement je fais le parallèle aussi avec Tricatel, vous savez, le Tricatel qui vendait de la nourriture industrielle, et Louis de Funès et Coluche qui représentait la France profonde dans le film L'aile ou la cuisse. C'est un film qui a eu un succès énorme en Europe, parce que les gens se sont reconnus dans cette opposition entre un monde moderne, rationnel, avec une nourriture en pâte, pratiquement en tube, et l'autre, le monde de Funès, qui était un monde plus élégant mentalement et culturellement. C'est la France, l'autre point de vue, c'est la France qui a été décrite par Canal+. Alors pardonnez-moi l'atrocité, mais c'est vraiment le stade Canal+, ou le stade Anal+, du rire, en particulier par les Deschiens. Les Deschiens, vous voyez donc les Deschiens, le Médor urine sur les Deschiens. Donc c'est une représentation assez écœurante d'une condescendance, sinon même d'un racisme de classe en tout cas, sur cette France périphérique. Alors les Deschiens à la poubelle ou à la niche. Mais c'est aussi également la France de Dupont-Lajoie. Une France présumée être raciste, donc par définition à la poubelle. Vous savez, c'est valable dans tous les milieux, car vous n'avez peut-être pas regardé les sketchs de Dieudonné, qui est quand même un type très intelligent, et il fait un sketch accablant sur les pygmées, où il montre, je crois que c'est son père, qui méprise les pygmées. Alors, dans le sketch sur les pygmées, où il est très ambivalent, Dieudonné, en même temps il les défend. Il montre à quel point les pygmées sont victimes. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait... Ce que je veux dire, c'est qu'il montre qu'il y a un besoin chez le type de base du village camerounais de mépriser plus bas que lui. Et au fond, on en est là. La France des Deschiens, c'est tout de même un prétexte à pouvoir mépriser quelqu'un chez le bobo, enfin même pas le bobo d'ailleurs, le tout petit bourgeois un peu à l'aise qui a acheté 2 décodeurs pour sa fille et pour lui-même. Et donc il pense qu'en regardant les Deschiens, il se dédouane d'appartenir à cette classe sociale un peu inférieure. Et donc il y a toute la France du décodeur que j'ai décrite il y a assez longtemps. C'est une France que j'ai vue naître et prospérer. C'est une France du mépris de classe envers les gens qui n'ont pas le décodeur. Le décodeur, d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est très ambigu. Le décodeur, c'est aussi le décodeur de la réalité sociale d'aujourd'hui. La mémé qui ne comprend pas ce que dit le petit-fils, elle n'a pas le décodeur. Très très bien. Alors, les élites, puisqu'on aborde ce chapitre des élites, c'est un de vos sujets, pas le seul, mais c'est aussi un de vos sujets. Vous les avez longtemps côtoyés. Voilà, ma seule originalité, c'est que j'ai grandi dedans. Je suis un enfant de la classe moyenne, dont le père était très catholique. Il a voulu qu'on soit élevé parmi les enfants de prince. On l'a été, mes frères et moi-même. Et c'est peut-être moi qui ai pris les codes le plus facilement. Et donc, je les ai pratiqués. Donc, Sciences Po, etc. Je ne suis pas allé jusqu'à l'ENA. Mais en tout cas, mes amis d'aujourd'hui sont énarques et ils me demandent toujours des nouvelles de la France profonde à table. Encore avant-hier, j'étais à un dîner où il n'y avait que des énarques à la Cour des comptes, etc. Donc c'est très intéressant de voir qu'ils restent curieux de la vie de cette France qu'ils ne connaissent pas. Parce que vous êtes en immersion dans cette France. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez été un passager clandestin de ce monde des élites, en ce sens que vous êtes à cheval sur 2 univers, la périphérie et le pays central
Pourquoi vous êtes retourné en un sens contre ces élites? Parce qu'elles se sont retournées contre les peuples centraux? Ça a toujours été l'histoire de ma vie. Entre 20 et 30 ans, grosso modo, j'étais un écrivain soi-disant de gauche, pas de gauche, mais avec un ricanement de gauche sur la bourgeoisie. J'étais effectivement assez ricanant sur la bourgeoisie, mais parce que je voulais l'admirer davantage. Ce que les éditions du Seuil ont compris tardivement au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, ils m'ont chassé parce qu'ils ont compris que j'étais plutôt collet monté. D'ailleurs, il y en avait plein à la presse. À chaque fois qu'il y avait un entretien avec moi, parce que j'ai quand même eu pas mal de succès à 30 ans, on me faisait observer que j'avais une cravate. C'est absurde, j'étais un écrivain qui avait une cravate. Ouais. Alors qu'à l'époque, on commençait à la tomber. Oui, exactement. Et donc, ensuite, j'ai continué à pratiquer une pensée un peu réservée, un peu à l'écart de la foule, et la foule de ceux qui hurlaient avec les loups me l'a reproché. Y compris dans les journaux de droite, d'ailleurs, parce que je suis passé pendant des années au Figaro, à Valeurs Actuelles, et c'était amusant. Au Figaro, par exemple, on a qui est quand même devenu un journal de centre-gauche. Moi, j'ai pas bougé. On peut pas dire que je me sois radicalisé. Je suis resté exactement comme j'étais à 18 ou 20 ans. C'est l'époque qui s'est radicalisée. Voilà, l'époque a dérivé. C'est-à-dire, la plupart de mes amis énarques, qui sont évidemment, sans quoi ils n'ont pas fait la moindre carrière, qui sont devenus libéraux compatibles, en tout cas, sont un peu gênés par mon intransigeance, à la fois verbale, parce que c'est vrai que je ne m'exprime pas avec la vulgarité ordinaire. C'est un pléonasme. Ouais. Avec je veux dire, la vulgarité, cette façon très relâchée de s'exprimer aujourd'hui, je la pratique pas, je fais pas d'effort. Et sans pour autant édulcorer votre discours. Ceux qui le font, les élites, ou ceux qu'elles font pour parler des élites. Vous l'avez dit, vous avez été un des enfants chéris de cette société littéraire. En tout cas, fêté et célébré. On est dans les années 80. C'est pas fini, vous savez. L'histoire littéraire, notamment, a de tels retournements. Mais disons que c'est un des paradoxes aussi de notre temps, c'est que vous êtes ostracisé. Si je m'en tiens à Camus, Renaud, de son prénom, Millet, Richard Millet, on a quantité d'auteurs et de grands auteurs aujourd'hui qui ont été mis sur la touche. Richard Millet était sur le point de me publier quand il a été chassé, ce qui est amusant. Mon dernier livre qui s'appelait Votre serviteur, il était, ça me semble très bien pour le comité, donc il avait avis favorable et tout, et puis avant que ça n'aboutisse... Qui est l'affaire Breivik. Il a été chassé, c'est amusant, c'est le sur son éloge littéraire. Précise-t-on. Alors donc je disais, mais comment ça se fait que donc, des auteurs aussi grands soient désormais, n'aient plus droit de citer, n'aient plus accès aux grands éditeurs de la place parisienne, et se trouvent refuge, et tant mieux, dans cette nouvelle librairie, en l'occurrence pour ce qui vous concerne, ou dans le cas de Renaud Camus chez Revenons-en aux Gilets jaunes, si vous voulez. J'ai coutume, dans plusieurs chroniques, j'ai dit que ce n'était pas, que quand les gens se retrouvaient hors la loi, aujourd'hui, ce n'était pas forcément qu'ils avaient quitté le domaine de la loi, c'est que la loi avait bougé. Dans notre cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous sommes devenus des écrivains hors la loi. Nous n'avons pas bougé. C'est la loi littéraire qui a bougé. C'est la loi le fait, par exemple, de mettre Virginie Despentes au jury du Goncourt ou du Renaudot, j'ai oublié. C'est Renaudot. Ouais. Virginie Despentes avait... Parce qu'elle l'a reçu, je crois. C'est-à-dire, oui, mais... Pour Vernon Subutex. Pourquoi ? Parce qu'on est obligatoirement membre quand on l'a reçu. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle l'a reçu pour sa trilogie Vernon Subutex. D'accord, mais est-ce qu'on est membre de droit après ? Incapable de vous dire. Bon, enfin, en tout cas, une fois... Mais même Michel Houellebecq, pour lequel j'ai une relative estime, relative à l'époque, parce qu'il est lui-même très relatif à l'époque. Quand on parle du journal de Jean-Pierre Pernaut, justement, dans ses propres livres, on n'a pas une grande idée de sa propre postérité. Donc, Michel Houellebecq, il est tout à fait légitime dans ce qu'il est, sauf qu'il en traite à l'Académie française. L'époque est tellement stupide qu'elle est capable de le lui proposer. Il est quasiment fait, puisqu'il a été institutionnalisé et sacralisé. Mais donc, c'est ahurissant. Je veux dire, même lui-même pensera que c'est une anomalie. On ne donne pas la Légion d'honneur à Marcel Duchamp ou au mouvement Dada. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors on le concède, et ça doit être le cas pour Duchamp et pour Houellebecq, que c'est une farce, leur provocation est une farce. Ah d'accord. Mais là, dans le cas des Despentes, il y a cette espèce de confusion totale des valeurs. Despentes n'avait aucune prétention à entrer dans la légende littéraire française, et aujourd'hui tout est fait pour l'y contraindre presque. Ouais. C'est
C'est la même chose pour Despentes que pour Duchamp et Houellebecq. C'est l'auteur de Baise-moi, c'est l'auteur de la King Kong théorie. Et on n'imagine pas que ce genre d'auteur s'institutionnalise. Or, précisément, aujourd'hui, on a un académisme de l'anti-académisme qui fait que ces figures-là sont mises au pinacle. Votre précédent livre va peut-être reparaître. C'est Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos qui avait paru au Retour aux sources. Et je crois que le Retour aux sources est en train de renaître de ses cendres, et tant mieux. Et dans ce livre-là, nous avions consacré dans Éléments un long papier à ce portrait de Marianne avec un poignard dans le dos. Vous dressiez un portrait de la construction des nouvelles élites. On était passé du faubourg Saint-Germain, le monde de Marcel Proust, au faubourg de Paris, en l'occurrence à Neuilly-sur-Seine. En particulier, vous arrêtiez sur plusieurs figures. Le Splendide, qu'on va retrouver dans Les Bronzés. Vous, également François Hollande, éduqué dans ce monde-là. Également Nicolas Sarkozy. Le lycée Pasteur de Neuilly, qui est le creuset de tous ces gens-là. Ils se sont rencontrés physiquement à cet endroit-là. Et pourvu, il y a un effet de bascule. Il y a une nouvelle élite. Une nouvelle élite qui ne doit plus rien à la tradition, à la littérature, à l'histoire, qui doit tout à l'argent, à la position sociale et au code à la Sagan. Oui. Vous voyez une pièce de François Sagan, un peu de soleil dans l'eau froide ou ce genre de choses, je ne sais même plus si c'est une pièce. Mais en tout cas, dans François Sagan, il y a un échange de codes permanent. C'est-à-dire les personnages ne s'échangent pas que des propos sur la vie, ils s'échangent aussi des codes sociaux. Tu as vu comment elle est habillée. À l'époque, on disait c'est une fille très Laura Ashley. Ça désignait, le vêtement désignait un type de caractère. Et au fond, tous ces codes sociaux, ce sont ceux qu'on apprenait à Neuilly, qui ont servi de culture. Dans les années suivantes, les années Mitterrand, on s'est reconnu, on s'est flairé le derrière entre élites mitterrandiennes. Vous avez un mot sur Mitterrand, ce petit chose du 38, ce petit homme qui moralement chausse du 39. Moralement chaussé du 39. Ou du 39, oui, très légèrement au-dessus. Puis c'est une année riche pour lui, 39. Et vous dites dans ce livre quelque chose d'assez intéressant. Au fond, c'est une archéologie du grand remplacement qui se met en place. C'est-à-dire qu'avant de remplacer le peuple, on a remplacé, dites-vous, les goûts du peuple, les habitudes du peuple. Les élites. Ouais. Car le peuple regarde les élites et pour bien grand remplacer, il faut grand remplacer les élites. Ça donne des Sonia Rykiel, des gens qui sont un peu comme des ovnis de la vie sociale, avec ses grands cheveux. Sonia Rykiel, elle mangeait à tous les râteliers en même temps. Elle faisait de la mode, elle connaissait des peintres et des artistes, elle avait des livres de chez Grasset plein sa vitrine. On se demandait si elle vendait des pulls ou des livres. Vous voyez, et donc il y a vraiment ce côté, peu importe ce que je vends, l'essentiel c'est que tu m'achètes moi avec toutes mes valeurs, avec toutes mes... Tout mon capital culturel, comme diraient les sociologues. Absolument. Et donc, c'est cette France qui est une France mondaine et plus tellement culturelle. Ouais. Alors, cette émission touche à sa fin. Vos émissions sur TV Liberté, La France de Campagnol, réunies dans cet album, dans ce très bel album, si vous me permettez, il y a 800 numéros, il y a 800 sujets de chronique disponibles sur YouTube, et là, nous avons réuni 40 portraits de personnes. Mais il y a aussi des portraits de situations, de villages, et donc si vous me faites l'amitié d'aller sur YouTube et de lire les 800 sujets au fil des années, ça fera non seulement bouillir ma marmite, mais ça vous incitera à acheter ce petit livre. On recommande les téléspectateurs parce que c'est un véritable répertoire d'archétypes de cette France d'à côté. Et vous avez donc tenu cette chronique pendant 3 ans, 5 jours par semaine. Je crois que c'est assez usant au bout du bout. C'est la quotidienneté qui est usante. Ouais. Là, je continue, mais tous les 15 jours. D'accord. Et aussi parce que vous, et ce sera ma dernière question, parce que vous préparez... J'écris. Vous écrivez quel livre? On peut en savoir un petit peu plus? J'écris, pour résumer, j'ai écrit un livre qui s'appelait Votre serviteur, qui racontait des débuts dans la vie et qui s'achevait juste avant la publication d'un premier livre, Suivez mon regard. Le jeune auteur, le jeune héros va publier son premier livre et c'est la fin du premier tome. Et ensuite, on le retrouve à 40 ans, donc 20 ans plus tard, et sa carrière littéraire est faite, puisque le livre commence par une fille qui veut écrire sa biographie dans une petite collection auteur d'aujourd'hui, ce qui est tout à fait authentique. Une fille va effectivement couru après, si on peut dire, pour que je consente à être le sujet de auteur d'aujourd'hui. Il y avait déjà Patrick Besson dans la même collection, etc. Et de cette curiosité un
peu bizarre à l'âge de 40 ans, je fais démarrer tout le reste du récit qui évidemment est un peu plus agité puisque j'ai beaucoup sillonné l'Europe de l'Est, j'ai vécu à Budapest, j'ai eu des Américains et surtout des Russes à la maison dans ma province pendant des années. C'était Tchekhov en Languedoc. Enfin bref, c'est assez à la fois mouvementé et assez rêveur. Et c'est un livre que j'aime écrire. On l'attend avec impatience puisque votre serviteur était magnifiquement écrit. Il paraîtra chez quel éditeur? Peut-être Fayard, Grasset? Non, Flammarion, puisque Flammarion avait publié le premier livre. Oui, c'était chez Flammarion Gallimard, Millet avait accepté le premier, mais il n'a pas pu l'accepter jusqu'au bout, et donc Flammarion en avait hérité, et donc j'imagine que Flammarion publiera le deuxième tome. Mais le problème aussi des éditeurs, c'est qu'ils sont quand ils ont quelqu'un, disons, je ne dirais pas dans le nez, ce qui n'est pas le cas, mais dans leur indifférence, dans leur panier d'indifférence, ça ne sert à rien de publier un livre chez eux, puisque, en plus, le livre, le premier, est sorti au même moment, c'est-à-dire exactement dans la même semaine que Soumission de Houellebecq. Et quoi qu'il en soit, il ne sera pas défendu, alors que vous serez très bien défendu à la Nouvelle Librairie pour la France de Campagnole. Voilà. Merci à vous, au mois prochain. Merci.